Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Colavive et vous êtes bien sur le 101 FM, la fréquence juive de Toulouse et vous êtes dans votre émission Israël le Mag en direct des studios depuis bien longtemps et ça nous fait énormément plaisir et avec moi, Brahim doit être aussi ravi, n'est-ce pas? Oui, Serge, alors bonjour à tous les amis de Kol Aviv qui nous suivent à la fois sur la radio et sur YouTube. Et puis, enfin, quel plaisir de se retrouver ensemble pour de vrai, en chair et en os. Je commençais à avoir des doutes à force qu'on fasse des émissions en Zoom. Vous pensiez que j'étais un clone peut-être? Oui, vous savez, dans les temps qui courent, on n'est plus sûr de rien. Voilà, et aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir Laurent dans son aquarium. Pour une Bonjour à fois, on le tous. voit. Et il est toujours en apnée. Bonjour Laurent, merci en tout cas de votre accueil dans ce studio et d'avoir organisé cette réception audiovisuelle puisque nous sommes sur la chaîne YouTube que vous pouvez voir en direct. Alors ce matin, le programme, Chaim, Eh un bien, programme chargé et puis surtout des thèmes très particuliers, oui, très précis. écoutez, il y a tout d'abord un sujet dont on se serait volontiers passé. Qui est le Covid. Est-ce qu'on compte même plus les vagues en Israël? Alors, qu'est-ce qu'il en est? On va essayer de faire le point un petit peu sur le Covid, sur le nouveau variant. Et pour cela, on va recevoir dans quelques instants le professeur Gilbert Sebag, qui est un ancien Toulousain. Hein. Allez, on va faire un peu de promo pour Un peu, Toulouse, de promo, oui, un peu de on peut le promo, dire. et qui est chef du pôle chirurgical de l'hôpital Soroka de Beersheba. Ensuite, on recevra Michel Taubman, qui est écrivain, qui est journaliste, qui a écrit des livres de référence sur l'Iran. Et avec lui, on va évoquer un petit peu le point sur le dossier parce que on entend des menaces de tous les côtés. Alors, est-ce qu'on en est à -5 avant qu'il se passe quelque chose de très grave ou est-ce que c'est un bluff immense? Et puis, on terminera avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne, ancien porte-parole de Tsahal. Et avec lui, on va s'interroger sur la signification de la recrudescence du terrorisme palestinien. Donc, effectivement, Serge, je vous confirme, un programme extrêmement riche, extrêmement varié. Voilà, et de suite, nous allons à l'hôpital Soroka de Beersheba pour retrouver notre premier invité, Gilbert Sebag. Donc, comme vous le disiez, Raïm, chef du service du pôle chirurgical de cet hôpital, et surtout, et aussi chef responsable des situations d'urgence. Alors, Gilbert Sebag, vous êtes en ligne avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Gilbert, en tout cas c'est un plaisir de vous avoir parmi nous dans cette émission. Alors Gilbert, quelle est la situation hospitalière aujourd'hui et globalement, quelle est la situation en Israël vis-à-vis de cette quatrième ou cinquième vague? On ne sait plus où on en est ici en Israël puisqu'il y a deux événements qui se chevauchent en tout cas. Et quels sont les indices qui traînent en ce moment en Israël? Alors, pour faire le point, d'abord, à l'hôpital, nous avons actuellement un nombre de patients qui sont positifs et hospitalisés à cause de complications du Covid. On ne sait pas encore si ces gens-là sont, si vous voulez, la queue de la quatrième vague ou le début de les prémices de la cinquième. Dans tout Israël, nous avons quelques dizaines de patients qui ont été positifs à l'Omicron, mais qui ne sont pas malades, qui ne sont pas hospitalisés. Donc, on revoit une petite recrudescence. Il y a quand même cette semaine, nous avons le double de malades hospitalisés et 6 d'entre eux sont ventilés. On en a actuellement 17 à l'hôpital. Et quand on compare au maximum qu'on avait, on est au plus mauvais moment de la quatrième vague, nous avions plus de 300 ou 400 malades hospitalisés à cause du corona. Nous sommes actuellement dans une espèce de passe plutôt positive. Au point de vue du pays, les hôpitaux, les publications du ministère de la Santé donnent à peu près la même image dans tous les hôpitaux. C'est-à-dire que
nous commençons à voir peut-être un début d'augmentation de l'index d'infectivité qui a dépassé le R, cette fameuse ligne du R qui a dépassé le 1, on est à 1,09, donc ce qui est pas très méchant, mais peut-être est un prémisse de quelque chose qui est à venir. Alors, Gilbert, il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. En Israël, il y a eu cette quatrième vague qui a été un petit peu du variant Delta, qui a été canalisée grâce à cette troisième dose. Et là, on a l'impression que c'est encore ce variant Delta qui entraîne cette vague qui démarre, ou bien alors est-ce que l'Omicron est au milieu là-dedans? Et aussi, est-ce que vraiment, peut-être que les gens non vaccinés sont à l'origine de cet événement? On peut parler, en parlant de vaccination actuellement, je vais faire une petite digression, Serge, avant de répondre. Nous avons, si tu veux, des pourcentages de vaccination excellents au-dessus de 60 ans, c'est-à-dire plus de 92% de la population. Il y a encore des clones de population qui refusent la vaccination parmi les Haridis, mais aussi une certaine partie de la population arabe. Le gros à faire, et c'est ce qui est actuellement, si tu veux, l'effort que le gouvernement, avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, est en train de faire, c'est la vaccination des enfants, qui commence à démarrer, à des pourcentages relativement bas pour le moment. Alors justement, professeur, je voulais vous poser la question. C'est une expérience pionnière qui est lancée par Israël, puisque Israël a été le premier à annoncer qu'il allait vacciner des enfants. Alors, ça va de quel âge à quel âge? Quel est le processus? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est sur une base volontaire? D'abord, rien n'est obligatoire en Israël. Nous sommes un pays libéral et démocratique. Sauf peut-être l'armée. Même à l'armée, il y a aussi, bon, on ne va pas rentrer dans ce domaine. Vous pourrez peut-être poser la question aux gens que vous interviewerez après. Et donc, ce n'est pas obligatoire. Et on n'est pas totalement des pionniers parce qu'il y a quand même 7 millions d'enfants qui ont été vaccinés dans le monde. Et ce n'est qu'après que le CDC des États-Unis ait publié que cette vaccination actuellement est safe et actuellement ne provoque pas d'effets secondaires, que nous avons commencé cet effort. Les adolescents sont en passe d'être vaccinés, nous sommes aux environs de 30 à 40%, et actuellement l'effort est sur les plus jeunes, les enfants de 10 ans et vers les âges les plus jeunes. C'est aussi, comme vous le savez, c'est aussi un peu, ça touche à la politique et il y a beaucoup de problèmes encore à résoudre pour finir cette vaccination. Nous pensons que cette vaccination est très, très importante ici à l'hôpital, au ministère de la Santé, avec qui je suis en contact pratiquement quotidiennement. Est-ce que cette vaccination protégera, je reviens à la question de Serge, contre la 5e vague, si elle existe ou si elle viendra, à Dieu ne plaise, de l'Omicron, on ne sait pas encore. On n'a pas assez je pense, je ne suis pas épidémiologiste, mais on n'a pas encore assez d'éléments de diagnostic pour savoir. Mais alors la question qui se pose, c'est en lançant cette campagne de vaccination, est-ce que cela veut dire que l'on craint malgré tout que les enfants puissent contaminer les plus anciens? Ah oui, ça, ben, on le sait, parce que quand je regarde là les courbes que j'ai reçues récemment, si vous voulez, les gens positifs sains et le cluster de population actuel chez qui nous trouvons le plus de gens positifs sains, c'est chez les enfants. Donc, c'est en fait la population, si vous voulez, le cluster de population à vacciner pour continuer à endiguer cette épidémie qui ne nous quitte pas. Alors, Gilbert, il y a une question qu'on a du mal à comprendre.
une situation improbable. En tout cas, on a vu que la troisième dose de vaccination avait réalisé, comme je le disais tout à l'heure, une baisse des infections Covid-19. Or, on s'aperçoit que ça remonte aujourd'hui. Est-ce que, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est lié à la non-vaccination des enfants plus que la non-vaccination de certains adultes? Ou bien alors, est-ce qu'il y a un phénomène particulier? Ou bien alors, est-ce qu'on peut dire simplement que le virus circule puisqu'il est au-dessus de 1, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et à ce moment-là, on a des gens avec des PCR positifs, même des gens vaccinés 3 doses. Et uniquement ça, et pas de répercussions sur l'hôpital et sur la réanimation. Écoutez, Serge, et la question est excellente, mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour y répondre. Toutes ces questions-là, ces dilemmes se sont soulevés la semaine dernière, en fait. Donc, le tempo est très, très court, et pour savoir exactement où nous allons, nous ne sommes pas encore assez près, même en Israël, bien que l'avantage d'Israël est une population relativement homogène, une petite population, si veut, de 8 à 9 millions, comparée aux grands pays comme l'Angleterre, où actuellement il y a une recrudescence de l'Omicron phénoménale, ou la France, qui est un début de peut-être ou alors qui avec un délai est en quatrième vague que nous avons déjà passé. Alors, on a l'impression que finalement, les responsables de la santé, ceux qui gèrent en tout cas cette crise sanitaire, quel que soit le pays, et notamment l'Israël, ont du mal aujourd'hui à comprendre ce qui se passe. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer, Absolument, oui, absolument. Il y a une transparence totale en Israël qui est importante à noter. Même si vous voulez, les débats au niveau du ministère de la Santé ont été au début publiés et en live, au point où ça a provoqué quelques menaces sur certains des gens du ministère de la Santé. Donc, nous sommes actuellement, en fait, dans un processus de learning, d'apprendre à voir d'abord quelle est l'affectivité de cet Omicron. Est-ce qu'il va prendre le pas et nous donner une cinquième vague? Nous ne le savons pas. Deuxièmement, nous avons complètement identifié la population des enfants comme une population vecteur que nous devons vacciner. Et comme la vaccination est sûre, elle ne provoque aucun problème, c'est ce que nous faisons actuellement. Alors, il y a la question que se pose, j'allais dire maintenant depuis plusieurs mois ou plusieurs années, les Juifs de diaspora qui demandent est-ce que c'est cette année ou l'an prochain à Jérusalem, en parlant de leurs propres vacances. Il y a des restrictions très sévères qui ont été prises par les autorités israéliennes. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point sur la question y a-t-il une possibilité de se rendre en Israël, où les frontières sont-elles encore fermées, où seuls les Israéliens qui sortent et qui rentrent peuvent passer par Ben Gurion? Comment ça se passe? Alors là vous me faites rentrer dans un champ de mine politique que je vais éviter. Attendez, Gilbert, on va juste recentrer peut-être cette question sur un aspect médical. Pas de problème. La porte d'entrée d'Israël Ben Gurion est ouverte aux Israéliens qui reviennent, avec un délai de 3 jours pour le moment de quarantaine en revenant, et qu'on va, pour certains pays, allonger à 10 jours. La décision doit être prise probablement aujourd'hui. Pour les gens, les touristes, il y a quand même un problème. Et en fait, vous savez comme moi que tout est tellement dynamique, c'est-à-dire un pays qui est actuellement jaune ou orange, selon la classification israélienne, peut devenir rouge
dans une matière d'1 ou 2 jours. Et il y a le gouvernement actuel fait beaucoup le minimum de restrictions possibles au point de vue des familles de gens qui ont de la famille en Israël et qui veulent venir pour des raisons. Il y a une liste assez exhaustive qui dit quels sont les gens qui peuvent venir. Est-ce que le pays est ouvert à tout le monde? Pas encore. Alors, Gilbert, pour parler médecine, on sait très bien que l'OMS, la semaine dernière, expliquait qu'il n'était pas interdit de voyager, sauf si on était vraiment une personne à risque. Et on se rend compte aussi qu'en Israël, il y a quelques cas de Covid-19 à variante Omicron qui ne sont pas, dont on ne connaît pas l'origine et on a l'impression que c'est intramuros. Pas encore. D'après ce que je sais, la plupart des cas ont été importés au départ d'Afrique du Sud. Et maintenant, le cluster qui a été identifié dans la dernière semaine, c'est les îles britanniques, les gens qui venaient des îles britanniques. Est-ce qu'il y a maintenant des cas autochtones, comme tu disais? Oui, On ne sait pas encore. d'accord. Alors Allez, dernière peut-être question. une dernière question, professeur. Je vous promets, ce n'est pas une question politique, c'est une question à la fois médicale et sociologique. Depuis le début de la crise de la Covid, on avait évoqué la difficulté que deux populations, les religieux, pas tous les religieux, mais disons les orthodoxes et les arabes, avaient du mal à respecter les gestes barrières, puis à se faire vacciner. Alors aujourd'hui, on lance donc une campagne concernant les enfants. Est-ce que les enfants de ces deux populations sont également concernés par ce programme de vaccination? Absolument oui. D'abord, non seulement au point de vue les campagnes ont été très, très vigoureuses dans ces deux populations grâce à les Mourtas, avec les gens, les délégués de ces populations, même parmi la population arabe, et les efforts qui sont faits si vous voulez, dans la population des enfants pédiatriques sont absolument les mêmes, d'une manière absolument égalitaire. Est-ce qu'il y aura une réponse adéquate à tout across the board? On ne le sait pas encore, mais énormément d'efforts à tous les niveaux, et surtout de l'asbara, expliquer à tous les niveaux, dans l'éducation, dans les médias, au niveau des municipalités, sont faites pour essayer de améliorer la vaccination de ces populations et leur façon. Les gestes barrières, on ne voit pas vraiment de problème. Les gens continuent en Israël à mettre des masques en dehors quand ils sont dehors, mais quand ils sont dans des endroits clos, ils portent leur masque. On continue à respecter ces gestes. Merci, professeur Gilbert Sebag. En tout cas, je vous dis bonne semaine. Shavuot Tov à vous et Shavuot surtout Tov. bon courage aussi pour la suite, en espérant que tout ceci, que cette variante Omicron ne soit pas aussi terrible que le variant Delta. Et en tout cas, bon courage à vous et je vous dis à bientôt sur les ondes de Kol Aviv et pourquoi pas à bientôt tout court, cher ami. À bientôt, à bientôt. À bientôt tout le monde. Voilà, merci. Voilà, cette première partie est terminée. Nous allons faire une petite pause musicale et ensuite nous reviendrons en studio pour accueillir notre prochain invité, Michel Topban, que notre ami Raïn nous présentera.
Voilà, nous revenons en studio, toujours avec un énorme plaisir et nous continuons cette émission et nous allons aborder maintenant le dossier iranien, un dossier qui est assez complexe et avec lequel on va être obligé de décortiquer, n'est-ce pas Raïm? Et pour décortiquer, nous avons invité the spécialiste de l'Iran. Peut-être que... ah, mais attendez, je crois que Raïm a des problèmes pour poser son casque. Voilà, il l'a mis à l'envers. Voilà, très bien. Bon, écoutez, et donc là, pour justement parler de ce dossier iranien, nous avons le plaisir d'avoir Michel Tobman. Michel Tobman, qui est un spécialiste de l'Iran. Et je me souviens avoir travaillé avec lui sur le dossier iranien il y a quelques années quand il avait sorti son livre avec Amin Baram, ce dissident iranien, et sur les secrets de la révolution iranienne. Michel Tobman, bonjour. Bonjour. Alors, Michel Tobman, vous êtes le spécialiste de l'Iran et je vais vous laisser entre les mains de notre ami Raïm qui a toujours des problèmes pour mettre son casque. C'est les aléas du direct. Voilà, Raïm, à vous. Oui, bonjour Michel Tobman. Bonjour Raïm. De vous retrouver sur l'antenne de Col Aviv. Alors, Michel Tobman, je rappelle que vous êtes journaliste, que vous êtes écrivain, que vous êtes éditeur, que vous êtes éditorialiste sur i24 News et que vous collaborez à la revue Politique Internationale. Et, vous êtes bien renseigné. Voilà, et puis Michel, pour vous dire que j'ai vraiment une fiche sur vous, hein, vous êtes l'auteur de 2 livres de référence sur l'Iran, La bombe et le Coran, et puis l'histoire secrète de la révolution iranienne. Donc, je dirais qu'on a le spécialiste de l'Iran. Et Michel, il y a une première question, c'est qu'il y a quelques jours, le ministre de la Défense israélienne, Benny Gantz, était aux États-Unis. Il a rencontré le ministre américain des Affaires étrangères et lors d'une conférence, il a dit eh bien, Israël est prêt à attaquer l'Iran. Et puis, on entend aussi des choses très contradictoires qui viennent à la fois de Téhéran, de Jérusalem, de Washington. Alors, du point de vue iranien, à votre avis, sincèrement, est-ce que les Iraniens sont près du but? Est-ce qu'ils sont équipés pour attaquer Israël? Ou est-ce que c'est un vaste bluff depuis longtemps et ils ne veulent pas en réalité se doter de l'arme nucléaire? Alors, on a rappelé en début d'émission que j'étais venu à Toulouse pour parler de la question iranienne et c'était il y a assez longtemps. Je pense que c'était en 2009 ou 2010. Tout à fait. Et donc, ça fait une douzaine d'années. Et ça veut dire que le sujet traîne depuis longtemps. C'est un sujet central de la politique internationale et c'est un sujet qui est, je dirais, presque au même point aujourd'hui qu'en 2009-2010, dans le sens où, après un stop qui a été imposé à l'Iran en 2015 avec les négociations de Vienne et l'accord de Vienne qui engageait toute la communauté internationale et pas seulement, comme on le dit, les Occidentaux ou les Américains. L'accord de 2015 n'a pas démantelé le programme nucléaire iranien, mais il l'a gelé pendant un certain nombre d'années. Et le fait que les Américains se soient retirés en 2018 de cet accord, ça a donné un prétexte aux Iraniens pour relancer leur programme nucléaire. Donc, pour répondre à votre question, les Iraniens sont peut-être aujourd'hui plus avancés dans leur programme nucléaire, pas peut-être, certainement plus avancés aujourd'hui qu'ils l'étaient en 2015 et surtout en 2018. Alors, pour savoir exactement où ils en sont par rapport à la bombe, quand je venais à Toulouse il y a une douzaine d'années, je crois que je disais qu'ils étaient à 1 an ou 2. On dit à peu près aujourd'hui la même réponse. On donne aujourd'hui à peu près la même réponse. La vérité, c'est que quand on est à 1 an ou 2, c'est une question de volonté politique, c'est-à-dire que si on a la volonté d'aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, et si on a la possibilité, si les autres vous laissent aller jusqu'au bout, et puis si on n'a pas la volonté, ou s'il y a des négociations, ou s'il y a des éléments extérieurs qui vous en empêchent, vous n'allez pas jusqu'au bout. Donc là, la question, c'est pas une question technique,
C'est qu'effectivement, les Iraniens sont plus avancés. On sait qu'ils enrichissent de l'uranium à 60%. On sait qu'il faut aller à 90% pour passer du nucléaire civil au nucléaire militaire pour fabriquer l'arme atomique. Donc, ils n'en sont pas loin techniquement. On sait aussi qu'ils ont repris leurs activités d'enrichissement de plutonium dans le centre, dans le site nucléaire d'Arak, qui est peut-être le plutonium est peut-être la voie la plus rapide et la plus dangereuse pour accéder au nucléaire militaire. Donc, ils en sont plus proches aujourd'hui qu'ils n'en étaient il y a 3 ans. La vraie question, c'est où ils en sont exactement. Difficile de le dire parce que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique l'a dit récemment, nous sommes aujourd'hui en train de devenir aveugles. Cela signifie que les inspections qui existaient au temps de l'accord, qui ont continué à exister encore jusqu'à ces derniers mois, aujourd'hui, sont progressivement en train d'être freinées, bloquées, empêchées. Et donc, quand on dit que la communauté internationale est aveugle, et ça c'est un atout dans la manche des Iraniens, c'est le trouble, c'est la confusion, c'est le fait qu'on ne sait pas exactement où ils en sont. Donc, il y a évidemment une grande inquiétude qui est tout à fait légitime. Alors, Michel Topman, pour revenir à cet accord donc, de 2015, on se rend compte quand même que les Iraniens jouent un petit peu la montre dans cette histoire. Et justement, est-ce que c'est pour arriver à leur fin, pour arriver à certaines étapes, en tout cas pour pouvoir passer ces étapes, et on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement d'engagement, en tout cas de la part des Iraniens. Et de l'autre côté, les puissances occidentales, les puissances occidentales sont un peu embêtées, notamment l'Union européenne. En tout cas, on sait que les États-Unis, eux, par contre, ont un plan B et qui sont en parfait accord avec Israël sur cette ligne-là, puisque c'est Benny Gantz qui l'a demandé, en tout cas, à l'administration Biden. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, quelles sont les attitudes des différents acteurs, en tout cas, de cet accord de Vienne? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une cartographie entre la Russie, la Chine, l'Union européenne, les États-Unis? Et on sait que, par exemple, Israël, même si le président Macron a appelé à ce qu'Israël soit informé des avancées. Alors, d'abord, il faut dire une chose, il faut le rappeler, le redire éternellement. L'accord de Vienne en 2015 n'était pas un accord entre l'Iran et les États-Unis, ni un accord entre l'Iran et les Occidentaux, mais un accord entre la République islamique d'Iran et l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire les 5 grandes puissances représentées au Conseil permanent du Conseil de sécurité, les Américains, le Royaume-Uni, la France, puissance occidentale, mais aussi la Chine et la Russie, que je qualifierais de puissance anti-occidentale. Donc, il y avait un consensus pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme atomique. Ce consensus existe toujours. La Chine et la Russie ne souhaitent pas que l'Iran possède l'arme atomique. Et c'est d'ailleurs la base de la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire n'existe que lorsque l'arme atomique est dans les mains d'un nombre limité de puissances, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, puisque, à part les 5 grandes puissances représentées au Conseil de sécurité, il y a très peu de pays. Il y a le Pakistan, il y a Israël, même si ce n'est pas officiel, il y a très peu de pays, et la Corée du Nord. Donc, il y a 8 ou 9 États qui ont aujourd'hui l'arme atomique. Et donc, le vrai danger, y compris pour ceux qui sont aujourd'hui les alliés et les parrains de l'Iran, c'est-à-dire la Russie et surtout la Chine, personne ne veut que l'Iran possède l'arme atomique. Car, bien évidemment, y compris du point de vue chinois, la tutelle qu'exerce la Chine, plus encore que la Russie sur l'Iran, tutelle économique, puisque je vous rappelle qu'un accord sur 25 ans a été signé récemment entre l'Iran et la Chine et qui fait finalement de l'Iran progressivement un obligé, un allié et un satellite de la Chine, avec un accord d'investissement structurel sur 40 ans, sur 25 ans de plusieurs dizaines de milliards de dollars, donc quelque chose d'extrêmement important. Mais le jour où l'Iran aura l'arme atomique, les alliés de l'Iran, les protecteurs de l'Iran, perdront une partie de leur pouvoir, une grande partie de leur pouvoir. Donc personne ne veut que l'Iran possède l'arme atomique. Cependant, le rapport de force est aujourd'hui beaucoup plus défavorable aux Occidentaux qu'il était en 2015. Et cela pour une raison essentielle, c'est que les Américains se sont retirés du Proche-Orient militairement, pas diplomatiquement, mais militairement. Ils se sont retirés du Proche-Orient en désertant le conflit syrien. Là, je pense que la décision d'Obama en 2013 de ne pas intervenir en Syrie a eu des conséquences en chaîne. Et ces conséquences, on les paye encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la Russie a occupé le terrain et la Russie est aujourd'hui la grande puissance
militaire et aussi médiatrice au Moyen-Orient, y compris par rapport à Israël. Donc la situation a changé et les Américains et les Occidentaux ont beaucoup moins de moyens de pression aujourd'hui sur l'Iran qu'ils en avaient il y a 7 ans, il y a 6 ans. Ceci étant dit, les Iraniens, bon, ils peuvent être au bord de l'arme atomique, ça ne veut pas dire qu'ils mèneront à terme leur projet, parce qu'ils ont toujours, plus ils approchent de l'accomplissement de ce projet, plus ils ont les moyens de négocier, et ils ne sont pas désintéressés par une négociation qui serait économique avec les Américains, puisque le dollar est toujours la monnaie étalon, la monnaie référence, y compris pour la Chine, par une négociation diplomatique qui leur permettrait de conforter les positions qu'ils ont acquises depuis plusieurs années à l'abri de l'accord sur le nucléaire en 2015, des positions qu'ils ont acquises en Irak, qu'ils ont acquises au Liban, ou qu'ils ont consolidées au Liban, jusqu'au Yémen. Donc, les Iraniens ne sont pas désintéressés par un accord, mais ils le feront payer beaucoup plus cher à leurs interlocuteurs. Et donc, la question est de savoir quel prix on veut payer. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, Israël n'est plus tout seul, puisque jusqu'à ces derniers mois, d'abord, au moment de la conclusion de l'accord, il y avait un gap, il y avait un fossé entre Israël et les États-Unis au temps d'Obama. Après, il y a eu cette lune de miel entre Netanyahou et Trump. Et puis, depuis le changement de gouvernement aux États-Unis et en Israël, on a aujourd'hui les États-Unis et Israël qui sont sur la même longueur d'onde. Et pour la première fois, les Américains ne misent plus tous leurs atouts sur l'arme diplomatique, mais aussi sur l'arme militaire. Et donc là, on voit se mettre en place un dispositif politique où les Américains, les Israéliens sont sur la même longueur d'onde, mais aussi les Européens et surtout le président Macron qui est le plus actif sur cette question-là et sur la scène internationale. On l'a vu, le voyage du président Macron au Moyen-Orient ces derniers jours, sa rencontre avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, ça veut dire un peu, je crois que la France, en tout cas, et une partie de l'Europe, mais surtout la France, essaye de monter dans le train en marche des accords d'Abraham et de ce nouveau Moyen-Orient qui se dessine, où on a un Iran qui a marqué des points, qui a étendu son influence, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est de plus en plus isolé par rapport aux États. L'Iran a étendu son influence en Irak, au Liban, au Yémen, à travers des organisations terroristes, mais par rapport aux États, la majorité des États du Moyen-Orient sont en train de consolider une alliance économique, mais aussi militaire autour d'Israël. Et donc là, on a un dispositif nouveau et je pense que la bonne politique, c'est celle qui combine efforts diplomatiques et pression militaire, parce que jusqu'à présent, c'est ce qui manquait aux efforts diplomatiques, c'est une vraie pression militaire sur l'Iran. Et qui veut la paix prépare la guerre, hein. C'est un vieux proverbe latin, et je crois que si on veut éventuellement aboutir à une négociation, la pression militaire n'est pas inutile. Alors, Michel Topman, essayons d'évoquer un scénario catastrophe. Bien, de temps à autre, on entend dire qu'il y a un certain nombre d'ingénieurs iraniens qui sont tués. Il y a vraisemblablement des attaques israéliennes contre des sites iraniens. De l'autre côté, Téhéran essaie de lancer des attaques cybernétiques. Si, comme on l'a entendu cette semaine, Benny Gantz, en accord avec les Américains, donnait l'ordre à Tzal d'attaquer l'Iran comme a été attaqué autrefois la centrale en Irak, à votre avis, quelle serait la capacité de réaction de l'Iran? Est-ce que l'Iran est capable d'attaquer directement Israël, ou est-ce que l'Iran passerait par des satellites comme le Hezbollah ou d'autres groupes qui sont à sa solde? Écoutez, franchement, c'est très, très difficile de prédire. Ce qui est clair, c'est que la pression militaire israélienne sur le programme nucléaire iranien, elle est constante, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis des années. Il y a des actions de sabotage qui ont été menées, il y a des assassinats
de chercheurs importants, de chefs du programme nucléaire. Il y a des attaques cybernétiques. Donc, Israël maintient une pression, je dirais physique, militaire, pour retarder ce programme. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que les Américains sont d'accord pour maintenant faire peser une menace militaire. Et donc, je pense qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des étapes à franchir et que faire monter la pression militaire, faire monter la menace, et face à cette menace, on verra comment les Iraniens réagiront. Cependant, je ne suis pas très optimiste sur la possibilité d'une issue diplomatique ou sur la possibilité d'une bonne issue diplomatique, car aujourd'hui, vous savez, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est-à-dire, c'est un peu tard aujourd'hui pour trouver un accord, un bon accord. Le bon accord, ce n'est plus l'accord de 2015, parce que l'accord de 2015, qui je pense avait ses vertus à l'époque, puisqu'il permettait de contenir le programme nucléaire iranien, il est venu, et puis un accord international. On ne peut pas trouver un accord avec la Chine, la Russie, l'Iran, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui soit sur les positions israéliennes. Mais cet accord, il est très vite devenu obsolète, parce qu'à cause de l'intervention, de la non-intervention des Américains et des Européens en Syrie, on a laissé un trou d'air dans lequel l'Iran s'est engouffré, et on a eu d'autres problèmes qui sont ajoutés au programme nucléaire iranien, c'est-à-dire le problème de l'expansion géographique, de l'impérialisme iranien. Et aujourd'hui, si on renégociait, si on mettait sur la table tout ce qu'il faut négocier, ce n'est pas seulement le programme nucléaire, c'est aussi les missiles balistiques, et c'est aussi l'expansionnisme iranien jusqu'aux portes d'Israël. Et je dirais presque ce qui est le plus inquiétant pour Israël, ce n'est pas tant l'arme nucléaire, parce que bon, il y a encore des étapes à franchir avant que les Iraniens la possèdent. Je ne dis pas simplement sur le plan technique, mais sur le plan politique et sur le plan militaire. Et je le dis aussi parce que les propres alliés de l'Iran, à un moment donné, pourraient utiliser le fait que l'Iran soit au seuil du nucléaire pour inciter l'Iran à négocier un accord. Voilà. Mais aujourd'hui, il faudrait un accord beaucoup plus large, y compris sur les droits humains en Iran, parce qu'on ne se préoccupe pas assez du caractère nocif de ce régime. Et je pense que les Iraniens sont aujourd'hui, de ce point de vue-là, en position de force, même s'ils sont en position de faiblesse sur le plan intérieur. Les sanctions ont précipité le pays dans une crise économique épouvantable. À cela s'est ajoutée la crise du Covid. Et comme on ne peut pas tout mettre sur le dos de Donald Trump et des sanctions américaines, l'économie iranienne fonctionnait mal. L'économie iranienne fonctionnait mal parce qu'elle a besoin de réformes politiques, de réformes structurelles. Et vous savez, la levée des sanctions n'a pas donné les résultats que les Iraniens eux-mêmes pouvaient escompter du point de vue de l'amélioration de leur niveau de vie, tout simplement parce que vous injectez de l'argent dans une économie qui est une économie malade, qui est une économie mafieuse, qui est une économie qui n'est pas une économie de marché, parce que, par exemple, 25 à 30% des entreprises appartiennent aux fondations religieuses. L'Iran fonctionne encore comme un État socialiste à l'époque soviétique, c'est-à-dire avec donc les fondations religieuses qui possèdent une partie de l'économie, l'État qui possède une autre partie de l'économie, un système mafieux, beaucoup de corruption. Donc, même si demain les Occidentaux déversaient des milliards et des milliards de dollars, l'économie iranienne n'est pas capable d'en faire son miel et de transformer ça en prospérité pour le peuple. Et ça, c'est pour des raisons politiques, parce que le régime est un régime qui n'est pas réformable. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on ne peut trouver que des solutions provisoires en attendant que le régime s'effondre, voilà, mais que le régime se réforme. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Alors, Michel Topman, revenons sur le plan diplomatique pur, on se rend compte qu'il y a un nouveau dialogue qui s'installe entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Est-ce que c'est un dialogue sincère? Est-ce que c'est un dialogue qui est possible vraiment? Est-ce que c'est un dialogue qui peut évoluer dans le bon sens en tout cas? Et est-ce que ça ne mettrait pas en désaccord rentrer en désaccord avec les accords d'Abraham justement et cette volonté de faire ce bouclier anti-Iran au niveau du Moyen-Orient avec cet expansionnisme que vous décrivez tout à l'heure? Alors, vous savez, le fait que l'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran, qui sont foncièrement et historiquement rivales pour le leadership de l'islam, vous savez, l'islam chiite ne représente que 10% de l'ensemble des 1,5 milliard ou presque 2 milliards de musulmans
sur terre. Hein, donc, l'islam chiite est très minoritaire dans l'islam. L'Arabie saoudite tient ce leadership avec la possession des lieux saints. Et il y a évidemment un conflit politique, théologique entre les deux pôles de l'islam qui, pour l'instant, et le rapport de force est quand même favorable à l'Arabie saoudite, si on regarde au-delà du Moyen-Orient. Mais donc là, il est normal que ces deux puissances se réconcilient, aient des relations, rétablissent leurs relations qui étaient profondément dégradées ces dernières années. Ça ne veut pas dire qu'un tournant stratégique fondamental pour l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a beaucoup plus à gagner dans cette alliance avec Israël qui finalement prend le relais de l'alliance historique avec les États-Unis depuis 1945 parce que c'est l'avenir de l'Arabie saoudite qui se joue et que vous savez, dans un accord avec l'Iran, qu'est-ce qu'ils auraient à gagner? Qu'est-ce que l'Iran peut apporter économiquement à l'Arabie saoudite? Et le fond de l'affaire des accords d'Abraham, c'est que ces économies des pays du Golfe, qui reposaient essentiellement sur le pétrole depuis 1945, sont aujourd'hui en danger et savent très bien que d'ici 10, 20 ou 30 ans, la manne pétrolière va s'épuiser et que les pays occidentaux, avec la question du réchauffement climatique, avec le développement des énergies renouvelables et avec l'épuisement des ressources pétrolières dans ces pays du Golfe, les pays occidentaux auront de moins en moins besoin de l'énergie pétrolière venant des pays du Golfe. Donc, il faut trouver quelque chose, une substitution à ce pétrole sur lequel était fondée l'économie de ces pays du Golfe. Les Émirats arabes unis et Bahreïn ont montré la voie et par cette alliance, par les accords d'Abraham, puisque pour l'instant les accords d'Abraham ne concernent que ces deux pays, le Maroc, le Soudan ont signé des accords de normalisation qui sont dans la même lignée, mais ce n'est pas exactement les mêmes accords. Ces accords d'Abraham visent finalement à substituer au pétrole la high-tech, la haute technologie et une économie dont Israël est le moteur. Et d'une certaine manière, Israël peut être le moteur du développement économique de l'ensemble du Moyen-Orient et même au-delà. On le voit avec l'accord avec le Maroc, qui est peut-être l'accord le plus important, du développement du monde arabe. Donc Israël peut être finalement le moteur qui sortira le monde arabe du sous-développement. Donc l'enjeu, il est extrêmement important. Il est extrêmement important pour l'Arabie saoudite. Mais l'autre enjeu, c'est évidemment ne pas se mettre ne pas finalement se mettre à dos ce qu'on appelle la rue arabe, c'est-à-dire les masses arabes de l'Algérie jusqu'en Arabie saoudite, par une guerre avec l'Iran, puisque une guerre dans laquelle l'Arabie saoudite serait engagée plus ou moins directement aux côtés d'Israël contre l'Iran, ce serait quand même une brèche dans l'unité islamique et dans le sentiment anti-impérialiste, anti-américain, anti-sioniste qui est toujours très important parmi les populations arabes. Alors Michel, une dernière question à laquelle je vais vous demander de répondre brièvement. Brièvement, comme toujours à la fin des émissions. Oui, par définition. Hein. Vous connaissez ça vous-même qui avez dirigé de très nombreuses émissions sur d'autres chaînes télévisées. Alors, vous l'avez évoqué, situation économique dramatique, la Covid en Iran. Alors, pendant très longtemps, en parlant de l'Union soviétique, on a dit que c'était un régime éternel qui n'allait jamais disparaître, et ça a disparu en 1991. Alors, même question pour l'Iran. Est-ce que le régime des mollahs est là pour toujours, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'écroulement par l'intérieur, par, disons, une révolte populaire, par une opposition? Alors, écoutez, rien n'est éternel et le régime des mollahs n'est pas plus éternel que moi et que vous. J'espère ne pas vous décevoir en vous mettant dans cette réalité. Ah non, mais tu es en train de pleurer, Raïm. Les régimes sont mortels comme les humains. Les régimes sont mortels comme les humains. Simplement, il y en a qui vivent très longtemps et d'autres qui meurent jeunes. Le régime islamique, la question est de savoir s'il va mourir ou s'il va se réformer. Il y a eu plusieurs tentatives de réforme avec le président Khatami à la fin des années 90, puis en 2009 avec la Révolution verte, mais qui n'a pas abouti finalement. La Révolution verte, je rappelle, contre l'élection frauduleuse d'Ahmadinejad. Et il y a eu un mouvement qui a duré 1 an et qui voulait finalement qu'on invalide ce résultat des élections pour mettre à la place celui qui
je pense, avait été légitimement élu, qui était Moussavi, qui était un réformateur. Et puis, il y a eu la tentative de Rouhani dans les années 2013-2015, qui n'était pas un réformateur, mais qui était un conservateur modéré. De l'intérieur, le régime n'a pas pu être réformé jusqu'à présent. Et aujourd'hui, le vent de la réforme ne souffle pas. C'est plutôt le vent de conservatisme, de l'ultra-conservatisme, des purs et durs qui soufflent en Iran. Ceci étant dit, le pays va mal, l'économie fonctionne de plus en plus mal, les gens vivent de plus en plus mal, et dire que les Iraniens sont mécontents, oui, bien sûr, la majorité des Iraniens, je pense, s'il y avait des élections libres et sincères, avec une opposition qui pouvait se présenter librement, ils ne voteraient pas pour les gens de ce régime, en tout cas, ils ne voteraient pas pour les plus conservateurs, ils voteraient au moins pour une réforme du régime. Maintenant, la question, c'est quelles sont les possibilités aujourd'hui d'un changement qu'il ne faut pas confondre avec les révoltes. Des révoltes, il y en a. Il y a encore des manifestations récemment à Ispahan. Il y a depuis plusieurs années des révoltes de la faim, des révoltes contre la misère, contre les salaires qui ne sont pas payés, contre l'absence de liberté. C'est un régime épouvantable et qui suscite, notamment dans les classes moyennes, dans la jeunesse, un rejet extrêmement profond et une attirance vers le modèle occidental. Le paradoxe, c'est que le grand paradoxe aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est que les régimes qui sont alliés à Israël, les régimes arabes, sont les régimes où le sentiment anti-israélien et anti-occidental est le plus fort dans la population. Et le régime qui est le plus hostile à Israël, c'est-à-dire le régime islamique iranien, est le régime où la population est dans son ensemble la plus favorable à Israël, aux États-Unis, à l'Occident et aux valeurs humanistes et universalistes. Le problème, c'est que pour renverser un régime, il faut les moyens, il en faut les moyens. Alors souvent, les gens comparent, quand il y a des événements en Iran, des manifestations, des révoltes, des émeutes, on dit « Ah oui, mais il va se passer un 1979 à l'envers ». Ben non, il ne peut pas se passer un 1979 à l'envers, tout simplement parce qu'en 1979, en 78-79, au moment de la révolution islamique, l'opposition avait une structure qui était le clergé, qui étaient les mosquées. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas de structure parce que ce régime est un régime totalitaire, bien plus fermé, bien plus dur, bien plus répressif que le régime du Shah, qui est simplement un régime autoritaire, et qu'il n'y a pas d'opposition structurée. Il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux, mais on n'a pas aujourd'hui ni une figure, ni un leader, ni une opposition démocratique qui puisse prendre le pouvoir. Et ça, c'est évidemment le premier problème. Le deuxième problème, c'est que en 78, 79, le régime du Shah était dans l'orbite américaine. Et donc, les Américains avaient le pouvoir soit de maintenir le Shah, soit de le démettre. Et ils ont choisi de le démettre. Et ils ont, par ce biais-là, ouvert la voie au régime islamique. Aujourd'hui, Trump, il a fait des grandes déclarations, il faut renverser le régime, etc. Mais quand vous n'avez pas d'ambassade dans un pays, quand vous n'avez aucune relation diplomatique avec un régime, vous n'avez pas beaucoup de moyens. Quand vous n'avez pas la prise sur l'armée que les Américains avaient en 78-79, puisque les Américains avaient armé et formé les généraux de l'armée impériale du Shah, et c'est eux-mêmes, c'est les Américains qui, en février 79, ont autorisé, ont donné le feu vert pour que l'armée impériale du Shah affirme sa neutralité et de fait se rallie à Khomeini. Aujourd'hui, les Américains n'ont pas de contact, des contacts par les services secrets avec des opposants, mais ils n'ont pas de moyens d'intervention ni sur la hiérarchie du clergé au pouvoir à Téhéran, ni sur les forces militaires, notamment les gardiens de la Révolution. Ce sont les Russes et les Chinois qui ont des possibilités d'intervention. Donc, peut-être il y aura un jour une réforme ou une révolution, mais pour l'instant, malheureusement, ce qui s'annonce, puisque les grands parrains du régime islamique, c'est-à-dire la Russie et la Chine, ne sont pas très portés non plus sur la démocratie, pour l'instant, ce qui s'annonce, c'est quand même c'est une période noire pour le peuple iranien qui ne mérite pas ça. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des révoltes, il y a des manifestations, il y aura encore des gens héroïques qui vont mourir pour la liberté, qu'il faut soutenir, parce que ça c'est très important. Mais en même temps, le principal mouvement d'opposition, c'est un mouvement vers l'exil. Les écoles de langue pour apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français sont pleines à Téhéran. Et les jeunes Iraniens, les gens des classes moyennes, les intellectuels, encore plus après la période de Covid, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir, comme 6 millions d'Iraniens qui aujourd'hui vivent en exil, notamment aux États-Unis. Donc voilà une situation assez dramatique entre pression militaire, pression économique, soutien au peuple et à l'opposition, parce que ça, je crois que c'est une chose importante qu'il faut faire. Les perspectives sont quand même assez sombres pour les semaines et pour les mois et peut-être les années à venir.
Merci Michel Tobman, en tout cas, de nous avoir éclairé sur ce dossier iranien avec une précision extrêmement importante. Merci en tout cas de votre générosité et de votre gentillesse, en tout cas, pour avoir accepté cette interview. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Nous vous aurons Merci de peut-être à m'avoir bientôt invité. sur les ondes avec plaisir, sur les ondes de Kol Aviv. Voilà, maintenant nous allons faire la grande pause musicale avec Israël en musique que Joël nous a concocté et que notre ami Laurent va mettre en musique. Absolument, et on va commencer tout de suite avec Narkis. Juste activer votre caméra. Voilà, les aléas du direct en tout cas, ce qui prouve bien que cette émission est en direct sur Kol Aviv. Bonjour. Voilà, bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Chaim, comment ça va? Comment allez-vous? Bien, bien. Shavua Tov. Shabbat Tov, Shabbat Tov. Olivier. Alors, on a remarqué que depuis quelques semaines, en tout cas, il y a une recrudescence des attentats à Jérusalem et en Judée-Samarie. On sait qu'il y a des élections municipales en Cisjordanie, en tout cas aujourd'hui. Comment expliquez-vous cette recrudescence? Est-ce que c'est un aspect politique, une volonté du Hamas de vouloir s'installer en Cisjordanie après que certaines capitales occidentales aient considéré le Hamas comme organisation terroriste et mise sur liste noire? Boker Tov. Bon, c'est beaucoup de questions dans un sujet. Non, c'est la même. D'accord, c'est la même. Très bien. Alors, je vais essayer de répondre à la même question. D'abord, il faut savoir que ces attentats, à part une fois, ont été commis par des jeunes, des enfants, 14, 15, 16 ans, des jeunes des adolescents, si vous voulez. Mais enfin, quand même, la jeune fille de Jérusalem, il y a quelques jours, c'était 14 ans, une écolière. Et l'autre qui a tué un jeune Israélien qui travaillait dans Ir David, dans la ville de David, comme guide, après avoir quitté l'armée, lui était enseignant dans une école de Rachidier à Jérusalem. Maintenant, le point commun dans tous ces attentats, c'est le fait que le Hamas, comme vous l'avez dit si justement, encourage, incite à la violence et de plus en plus et physiquement par des agents d'influence, par des agents à lui, à Jérusalem, en Judée-Samarie, dans le nord de Jérusalem, dans la région de Shoafat, qu'il y a aussi comme deuxième élément une implication, une influence énorme des réseaux sociaux, surtout Facebook et TikTok, qui envoient des messages très clairs avec des musiques islamistes, avec des messages, des mots islamistes qui ont une influence sur les jeunes. Et la troisième chose, c'est la perte de contrôle ou la perte d'autorité de la famille palestinienne classique, le père, la structure patriarcale, si vous voulez, qui a de moins en moins d'influence sur ces jeunes-là, qui trouvent dans l'idéologie islamiste intégriste je dirais des moyens de fuir la famille pour retrouver quelque chose qui est plus grand qu'eux. Tout cela réuni autour de la propagande islamiste du mont du Temple, ce qu'ils appellent le Haram al-Sharif, el-Aqsa. Il y a très, très, très nombreuses vidéos et de messages clairs de violence contre Israël, contre les Juifs, sont centrés et concentrés sur le mont du Temple. Et la quatrième chose aussi qu'il faut dire, c'est que quand le Hamas utilise ces jeunes avec des prétextes islamistes, il fait également la guerre, pas seulement à Israël, mais également à l'autorité palestinienne. Et donc, si vous voulez, il y a une conjonction de raisons de cette vague d'attentats qu'on a déjà connus dans le passé, qui sont perpétrés par ce qu'on appelle par des individus, le terme était souvent loup solitaire. Là, je n'ai pas envie d'employer le mot de loup solitaire, mais il s'agit en fait véritablement de très jeunes qui sont envoyés à la mort, poussés au crime par cette idéologie de mort qui aujourd'hui continue à être très importante dans la région, en Israël, en Judée-Samarie, à Jérusalem. Je dis aussi en Israël parce qu'il y a aussi une influence des mouvements islamistes intégristes d'Arabes israéliens qui contribuent aussi à cette vague de violence. Alors, on va en parler, Olivier, mais donc la nouveauté, c'est que le Hamas
utilise, manipule les jeunes à travers notamment les réseaux sociaux. On sait qu'il existe une certaine coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël, mais est-ce que vous pensez que face à un Mahmoud Abbas vieillissant, même très vieillissant, le Hamas est en capacité de prendre, de contrôler ce qui reste de l'autorité palestinienne? Si demain, si aujourd'hui, il y avait des élections libres et démocratiques en Judée-Samarie, en Cisjordanie, si vous voulez, chez les Palestiniens, le Hamas prendrait le pouvoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mahmoud Abbas a refusé qu'il y ait des élections, c'était au mois d'avril, je crois, qui ont été, entre guillemets, prétextées de ne pas avoir lieu parce qu'Israël empêchait les bureaux de vote d'ouvrir dans Jérusalem-Est. Mais ça, c'était la raison qu'invoquait Mahmoud Abbas pour ne pas faire ces mêmes élections. Je vous l'ai dit, le Hamas a une influence de plus en plus importante chez les Palestiniens. Plusieurs raisons. Alors évidemment, Mahmoud Abbas vieillissant, bon, ça c'est la vie, hein. Les gens vivent, vieillissent et meurent, mais ils peuvent être remplacés. Là, il s'avère que ceux qui peuvent le remplacer, c'est entre autres Marwan Barghouti, qui est un ultra-radical du Fatah, qui est très populaire aussi chez les Palestiniens. Il est en prison, vous le savez, mais ça ne serait pas beaucoup mieux que le Hamas s'il était demain, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs à Ramallah. Mais la coopération, vous la mentionniez, Chaim, entre l'autorité palestinienne, en arabe Sultan al-Palestinien, et l'État d'Israël est très importante. C'est-à-dire qu'elle évite de très nombreux attentats, à la fois du côté israélien, mais également du côté palestinien, de déstabilisation, entre autres. Et comme tout à l'heure, je l'ai dit, le Hamas fait la guerre à la fois à Israël, mais également à l'autorité palestinienne. Donc, c'est pas nouveau. Et effectivement, le Shin Bet, surtout, qui est en charge des relations avec Mahmoud Abbas et les services de sécurité palestiniens, fait ici un travail très important de colmater les brèches et de continuer cette collaboration. Juste pour conclure, par ce passage, le patron du Shin Bet s'est rendu à Ramallah et a rencontré en tête-à-tête Mahmoud Abbas pour justement parler de sécurité et de collaboration des deux côtés. Alors, Olivier Rafovitch, on a appris dernièrement que les roquettes qui étaient lancées depuis le sud Liban lors de la dernière confrontation entre le Hamas de Gaza et Israël avaient été non pas lancées à partir de camps palestiniens de façon lambda, mais bien par des cellules terroristes du Hamas installées au Liban. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'explosion de cette bonbonne d'oxygène qui a fait dans un comment dirais-je, dans cet arsenal militaire, en tout cas appartenant au Hamas, qui viendrait prouver le contraire. Et puis, on a appris dernièrement aussi que le Shin Bet avait arrêté une cellule qui était commandée directement par le Hamas, mais cette fois-ci en Turquie. Alors, on s'aperçoit que le Hamas est en train de s'installer un peu partout. Quelle est votre analyse et est-ce que ça pose une certaine problématique, en tout cas pour la sécurité d'Israël? C'est un point très important que vous mentionnez là. D'abord, pour revenir à l'explosion de vendredi soir, entre vendredi et samedi, elle a eu lieu dans le camp de Bourj el-Shamali, dans le sud Liban. Un entrepôt d'armes, de roquettes et de bombes du Hamas, entreposé entre autres dans les caves d'une mosquée, a explosé à la suite d'un incendie. Il y a eu des blessés et des morts, d'ailleurs. On ne sait pas exactement le nombre de morts et de blessés. Alors, plusieurs éléments. D'abord, le Hamas s'installe effectivement au-delà de la bande de Gaza. Je vous l'ai dit, d'abord, il veut s'installer en Judée-Samarie et à Jérusalem, mais il veut également il s'installe au sud Liban avec, soyons clairs, l'approbation et le feu vert du Hezbollah. Rien ne peut se faire au Liban sans le feu vert du Hezbollah. Et le Hezbollah, comme vous le savez, comme le Hamas, sont soutenus et sont reliés, alliés avec l'Iran. La seconde chose, c'est qu'effectivement, on a bloqué une cellule terroriste de Tsourif, près de Hebron, qui était gérée par un membre du Hamas qui avait été libéré durant l'échange avec Gilad Shalit. Et cette cellule était reliée
à Harouri, qui est le numéro 2 du Hamas, qui se trouve en Turquie, à Istanbul, qui lui aussi avait été libéré lors de l'échange avec Gilad Shalit, en échange, vous savez, de centaines de prisonniers extrêmement sérieux, extrêmement dangereux, pour qu'on retrouve sain et sauf Gilad Shalit. Maintenant, cette cellule montre effectivement une activation de Turquie. Là, bon, on a déjà demandé pas mal de fois à Erdogan, d'arrêter de soutenir le Hamas. D'un côté, il parle de réchauffement des relations avec Israël, de l'autre côté, il continue, parce que le renseignement turc sait très bien que le Hamas est là-bas, mais il ne fait pas grand-chose pour bloquer ni pour arrêter tout cela. Et puis, le Hamas qui s'installe au sud Liban. Donc, on a, si vous voulez, un processus, je dirais, de d'hezbollisation, de hezbollisation du Hamas, comme c'est le cas en général de ces groupes islamistes terroristes qui, au départ, commencent à un endroit particulier, se renforcent, surtout sur une base, au départ, vous savez, sociale, d'aide philanthropique aux veuves, aux orphelins, etc. Et puis ensuite, quand il a bien amassé du soutien populaire, quand il a bien créé des dizaines d'organisations pseudo-sociales d'aide aux gens, eh bien, il développe une activité de mobilisation, de recrutement de membres et puis s'installe dans différents endroits. C'est le cas du Hezbollah, c'était le cas également de pas mal d'associations islamistes de par le monde, des frères musulmans, et c'est également maintenant le cas du Hamas. Le Shin Bet, le Mossad sont impliqués, puisque dès que les éléments dépassent la frontière de Gaza et de Judée-Samarie, c'est le Mossad qui s'en occupe, Tsahal aussi. Donc, et la preuve en est, c'est que donc, cet incendie qui a provoqué l'explosion d'entrepôts de munitions, de bombes, de roquettes dans les caves d'une mosquée montre bien que le Hamas a des intentions d'agrandir je dirais ses tentacules autour d'Israël, comme le Hezbollah d'ailleurs, et d'agir en cas de crise sécuritaire dans le futur. Alors, Olivier, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est, bon, très clairement, on le sait, le Hezbollah et le Hamas sont des marionnettes de l'Iran. Et puis, il y a le Qatar qui aide financièrement le Hamas. Alors, on ne comprend pas quel est le jeu, d'autant plus qu'on croit savoir qu'il y a également quelques relations entre Israël et le Qatar. C'est quoi le jeu du Qatar? Qu'est-ce qu'il veut obtenir? D'abord, le Qatar, il faut savoir, c'est un État du Golfe qui joue un petit peu le mauvais élève des États du Golfe, même par rapport à l'Arabie Saoudite, dans le sens où il a des relations particulières avec l'Iran. Il faut savoir aussi que le Qatar, les gens ne le savent pas, est la plus grande base américaine dans tout le Moyen-Orient. Au Qatar lui-même. Et c'est aussi un pays très riche, vous savez, au niveau des réserves de gaz. Donc, tout cela réuni fait que c'est une puissance. C'est également, ne l'oublions pas, le lieu où sévit Al Jazeera, n'est-ce pas, la chaîne qatari, qui est une chaîne d'influence internationale. Et c'est aussi un pays qui entretient des relations particulière avec Israël, sans qu'elle soit officielle. Vous savez que dans la politique internationale, les choses sont souvent étranges à expliquer ou à comprendre, mais elles sont là parce que parfois on a besoin de gens de tous bords pour faire passer des messages, soit pour servir de pont entre les uns et les autres. Le Qatar aujourd'hui, il faut savoir, continue à envoyer de l'argent dans la bande de Gaza avec l'accord d'Israël. Ce n'est pas en secret que ça se fait, puisqu'il doit bien passer par Israël pour que cet argent rentre dans la bande de Gaza. C'était fait à des fins humanitaires, à des fins également de calmer un petit peu, si vous voulez, la situation économico-sociale de la bande de Gaza. C'est vrai que le Hamas, l'Iran ont des relations avec le Qatar, mais il faut savoir que les Émirats arabes unis aussi ont envoyé un émissaire. Voilà, de très haut niveau à Téhéran il y a quelque temps, alors qu'on a un accord, vous savez, avec un accord de paix et de reconnaissance officielle avec les Émirats arabes unis. Donc, de quoi on parle? On parle d'un Moyen-Orient
de plus en plus complexe. D'ailleurs, Chaim, vous êtes bien placé puisque vous et moi, pendant quelques mois, on s'était assis pour discuter de ce nouveau Moyen-Orient avant que le plan Trump et avant que tout ça sorte officiellement, mais nous avions déjà les prémices de tout cela. Non, le Qatar n'est pas un ennemi d'Israël. Il faut savoir que dans les années 2000, il y avait un émissaire des affaires étrangères israélien au Qatar. Et je dirais que c'est très bien, et tant mieux, parce que Israël a besoin d'avoir des relations avec tout le monde, et même si c'est parfois tout le monde, eux aussi ont des obligations par rapport à eux-mêmes d'avoir des relations avec des gens qui ne sont pas toujours vos amis. Et ça, c'est la politique. Alors, justement, en parlant du Qatar et de ces valises de millions de dollars qui arrivent à Gaza, on sait que depuis la Alors, dernière… attention, ce n'est plus des valises. Depuis quelque temps… Non, mais c'était une non, blague. non, mais vous avez tout à fait raison. Ça a été des valises. Ça a été des valises, stricto sensu. Et maintenant, ce sont des transferts bancaires. Alors, justement, c'était ma question. Voilà, allez-y, ouais. Non, c'était ma question. Non, mais allez-y. Je pense que notre public l'a compris. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réglementation justement de la part d'Israël pour gérer ces événements et ne pas voir cet argent être utilisé dans la fabrication d'armes qui se retrouveraient contre Israël, bien entendu? Enfin, je vous demandais, est-ce qu'il y a traque fin de cet argent dans la bande de Gaza? Voilà, c'est ça. C'est ce qui était prévu en tout cas. Disons qu'il y a l'ONU également est impliquée dans cette histoire de transfert de fonds pour les habitants de la bande de Gaza. Donc, il y a plus de contrôle, en tout cas plus de transparence, entre guillemets, mais il est clair que ça reste quelque chose de relativement compliqué à contrôler parce qu'on est au Moyen-Orient, parce qu'il y a ce qu'on voit, ce qu'on dit, ce qui est officiel et puis ce qui n'est pas officiel. Mais disons que les transferts se font toujours et le Hamas joue avec ça aussi comme soupape de sécurité pour activer parfois des menaces au cas où l'argent n'arrive pas. Mais c'est une situation très compliquée, très complexe, très sensible, où également l'Égypte fait partie de l'équation. Voilà, merci Olivier Harvouich de nous avoir éclairé sur ce dossier, en tout cas du Hamas qui s'étend un peu partout. C'est la complexité du Moyen-Orient, Chaim, hein, c'est ça? Oui, mais écoutez, je crois que durant cette émission, on a entendu des choses importantes et je crois que la chose que je retiens aujourd'hui principalement, c'est que les États-Unis donnent leur feu vert à Israël pour une éventuelle attaque contre l'Iran. Et ça me semble absolument nouveau. Olivier veut intervenir, oui. Allez-y, Olivier. Je peux? Oui, bien sûr. Une seconde. Non, 3. Non, je pense que ce que dit Chaim n'est pas tout à fait exact, malheureusement. Je pense que… Tant mieux. Oui, je ne sais pas si tant mieux. Disons que les Américains jouent un double jeu actuellement. Évidemment, ils sont alliés d'Israël, c'est clair. Israël est leur allié, il n'y a pas de doute. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, ils ne veulent pas à tout prix un accord avec l'Iran et éviter qu'il y ait, je dirais, des initiatives israéliennes qui pourraient, entre guillemets, déranger ce que veut faire les… Juste un mot. Les Américains aujourd'hui sont impliqués avec la Chine, surtout, avec la Russie un petit peu aussi, mais ne veulent pas trop de casse-tête moyen-orientale et font tout pour éviter qu'il y ait une confrontation, une conflagration, une application américaine dans une région qu'ils veulent éviter parce qu'ils veulent mettre toute leur force et leur influence sur la problématique chinoise. Tout à fait. Merci Olivier Harvouich, à bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Et voilà, cette émission est terminée. Merci à Laurent, à la technique, merci Chaim en tout cas. C'était un plaisir de faire cette émission des studios. En tout cas, moi je vous dis dans 15 jours, peut-être pas dans 15 jours, mais en tout cas à l'année prochaine. Et n'oubliez pas de leur dire que même si nous ne vivons plus en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. Allez, ciao, à bientôt. Bye bye. Bye bye.